Il est difficile pour le grand public d'imaginer ce que représente réellement le nom Bebert des Forbans. Pour beaucoup, il évoque un sourire, une voix chaleureuse, un visage qui a traversé les décennies sans jamais perdre cette énergie presque juvénile. Pour d'autres, il incarne une époque révolue, celle où les scènes françaises vibraient au rythme du rock'n'roll populaire, où des groupes comme les Forbans donnaient une identité musicale à toute une génération. Mais derrière les projecteurs, derrière les refrains entraînants et l'image d'un homme toujours rieur, se cache une histoire plus profonde, plus fragile, plus humaine. Et c'est précisément cette histoire-là, la vérité de sa dernière nuit, les heures mystérieuses et bouleversantes qui ont précédé son départ, que ce chapitre s'efforce de dévoiler. Depuis plus de 15 ans que j'enquête, analyse et dénoue les fils de la vie des célébrités, j'ai appris une vérité essentielle. Il n'existe pas de départ simple. Chaque disparition d'une figure publique porte en elle des zones d'ombre, des détails méconnus, des confidences échangées dans la discrétion la plus absolue. Et pour Bebert, cela n'a pas fait exception. Son dernier soir fut un mélange subtil de lucidité, de fatigue profonde, de souvenirs qui remontent comme des vagues et de ces signes que l'on ne comprend souvent qu'après coup. Selon les premières reconstitutions, la journée de Bebert avait commencé de manière tout à fait normale. Une météo douce, quelques messages échangés avec des amis musiciens, un appel bref mais chaleureux à un membre de sa famille. Rien, absolument rien, ne laissait présager que cette journée marquerait la fin d'une trajectoire artistique de plus de 40 ans. Ceux qui l'ont croisé plus tôt dans la journée décrivent tous le même tableau. Un homme fatigué, oui, mais souriant, attentif, presque nostalgique. La nostalgie d'ailleurs a semblé omniprésente. Plusieurs témoins affirment que Bebert parlait ce jour-là davantage que d'habitude de ses débuts, de la scène, de la tournée mythique qui avait lancé la renommée des Forbans. Il évoquait des anciens amis, certains disparus, d'autres éloignés par la vie. Comme si, inconsciemment, il feuilletait les toutes dernières pages d'un album intérieur. Il aurait passé l'après-midi chez lui, dans cet espace qui lui servait à la fois de refuge, de studio improvisé et de lieu de réflexion. Là, les murs sont tapissés de souvenirs, des photos jaunies, des affiches de concerts, des objets que seuls les passionnés comprennent, ces petits témoins silencieux d'un passé vibrant. Plusieurs sources proches racontent qu'il y avait allumé une vieille platine vinyle, écoutant des bandes d'enregistrements originaux des années 80. Cette image, presque cinématographique, revient comme un leitmotiv. Bebert, seul dans son salon, écoutant une version live de chante enregistrée 35 ans plus tôt. On ignore ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Certains pensent qu'il cherchait une forme de paix intérieure. D'autres y voient un signe plus profond, l'expression silencieuse d'un homme qui sent que quelque chose bascule. Vers la fin de l'après-midi, Bebert aurait passé un appel à l'un des membres historiques du groupe. Un échange court, mais étonnamment tendre, presque trop tendre. « On devrait se revoir bientôt, tu sais, avant que le temps nous file entre les doigts », aurait-il glissé. Cette phrase, aujourd'hui, résonne comme une prémonition, mais sur le moment, elle a simplement semblé être un élan de bienveillance sincère. Le groupe, on le sait, avait connu des hauts et des bas, une carrière longue crée inévitablement des fissures, des éloignements, des divergences. Mais Bebert avait toujours été le ciment, celui qui rassemblait quand les tensions menacèrent de déborder. L'idée même qu'il puisse partir sans un adieu clair, sans un concert final, sans un moment partagé avec ceux qui avaient marché avec lui pendant des décennies, voilà ce que ses proches ont encore du mal à accepter. Ce dernier appel, les proches en conviennent, donne une dimension presque romanesque au récit de cette nuit. On imagine Bebert, la voix un peu voilée par l'émotion, tentant peut-être de dire quelque chose de plus profond sans réussir à trouver les mots exacts. Aux alentours de 20h, il se serait préparé un dîner simple. Pas de grande réception, pas de rencontre prévue ce soir-là, contrairement à certaines rumeurs initiales. Ce fut un repas en solitaire, un moment de calme apparent. Mais l'un des détails importants révélés par la suite, et passé inaperçu au début, est la présence sur la table d'un carnet noir toujours ouvert à la même page. Ce carnet, que Bebert gardait depuis plus de 10 ans, servait à noter des idées de chansons, des réflexions, et parfois des phrases qui ressemblaient étrangement à des confessions internes. Sur cette dernière page utilisée, on aurait pu lire un mot simple mais lourd de sens. « Je suis fatigué mais heureux ». Aucune indication d'inquiétude, aucune phrase tragique, pas de message alarmant. Juste cette forme de vérité douce amère que seuls les artistes semblent capables d'exprimer. Fatigué mais heureux. Comme si une vie entière se résumait à cela. Selon une caméra du quartier, Bebert serait sorti vers 21h40 pour une brève promenade autour de son immeuble. Il marchait lentement, comme absorbé par ses pensées. Les témoins qui l'ont aperçu parlent d'un homme calme, serein même. Certains disent qu'il regardait le ciel d'un air pensif, d'autres qu'il semblait fredonner un air familier. Ce qui est certain, c'est que cette promenade fut sa dernière sortie publique. On ignore ce qui tournait réellement dans son esprit à cet instant-là.
Peut-être repassait-il mentalement les moments clés de sa vie. Peut-être pensait-il à ceux qui lui manquaient, au concert où l'énergie du public le portait, à ces instants suspendus où la musique semble abolir tout le reste. Peut-être, au contraire, ne pensait-il à rien de tout cela. Peut-être voulait-il simplement prendre l'air, respirer une dernière fois cette fraîcheur nocturne que les artistes connaissent bien. Ce moment où le monde semble se taire enfin. À 22h10, Bebert rentre chez lui. Les lumières restent allumées longtemps. Les rideaux n'ont pas été tirés, signe que rien dans son geste ne ressemblait à un adieu intentionnel. Ce qui se passe dans les 30 minutes suivantes reste l'un des points les plus mystérieux de la reconstitution. Mais plusieurs éléments concordent. Bebert était seul et aucun signe d'intrusion ou d'appel de détresse n'a été enregistré. Un détail, cependant, attire l'attention. Sur la table du salon, à côté du fameux carnet noir, se trouvait une photo posée face visible. On y reconnaissait le Bebert des grandes années, entouré d'amis du groupe, éclatant de rire au milieu d'un backstage bruyant. D'après une source proche, cette photo était habituellement rangée dans une boîte et ne sortait que très rarement. Pourquoi l'avait-il mise là, ce soir-là ? Des proches affirment que Bebert souffrait depuis plusieurs jours d'une fatigue persistante, de petites douleurs qu'il préférait cacher. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, il ne voulait pas inquiéter, ne voulait pas paraître affaibli. Et pourtant, selon des médecins consultés après coup, il est possible que ce soir-là, la fatigue qu'il évoquait si souvent ait pris une dimension plus grave. Vers 22h40, il aurait encore consulté son téléphone. Le dernier message ouvert provenait d'un ami, un message chaleureux, sans importance apparente. Puis plus rien, un silence lourd de sens. La suite, la toute fin, appartient au chapitre suivant. Les dernières minutes exactes, ce qui s'est réellement passé dans cet appartement, les dernières pensées, les hypothèses médicales, les hypothèses humaines. Mais pour comprendre cette dernière nuit, il fallait d'abord comprendre l'homme dans sa simplicité, dans sa douceur, dans son rapport à la vie. Bebert n'était pas seulement une voix. Il était une mémoire vivante de la scène française. Un homme qui portait en lui des décennies de musique, de rire, de fatigues accumulées, de triomphes discrets, de nostalgie silencieuse. Et c'est cette humanité-là qui apparaît clairement dans ce premier chapitre. Une dernière journée simple mais empreinte d'une profondeur étrange, comme si la vie elle-même lui accordait un ultime moment de lumière douce avant la bascule. Sa tâche à reconstruire, dans le moindre détail, la nuit où tout a basculé pour Bebert des Forbans. Une nuit dense, traversée de silences étranges, de gestes anodins en apparence, mais qui, une fois réexaminés, prennent une toute autre dimension. Les dernières heures de Bebert n'ont pas été spectaculaires. Elles n'ont pas été marquées par un événement brusque et visible. Elles ressemblent au contraire à un long glissement, une descente progressive vers un point de non-retour presque imperceptible. Mais pour ceux qui l'aimaient, pour ceux qui ont tenté de comprendre ce qui lui est arrivé, chaque minute compte. Et chaque minute semble désormais porteuse d'un sens caché que l'enquête tente patiemment de déchiffrer. 22h45, une lumière fixe, un corps fatigué. Les enquêteurs ont établi qu'à 22h45, la lumière principale du salon était encore allumée. Depuis l'extérieur, un voisin observait vaguement les fenêtres en passant devant l'immeuble, non pas par curiosité, mais parce qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail. Selon son témoignage, la silhouette de Bebert se devinait à travers le rideau, assise, immobile pendant plusieurs minutes. Il aurait été penché légèrement en avant, comme pris dans une réflexion profonde ou frappé par une vague de lassitude soudaine. Mais rien n'indiquait encore un drame imminent. L'homme semblait simplement fatigué. Une fatigue qu'il portait depuis longtemps, mais que peu de gens savaient mesurer à sa juste valeur. Les artistes de sa génération ont souvent dû composer avec des années de tournées, de nuits courtes, de stress, d'efforts vocaux incessants. Et même longtemps après la gloire, le corps continue de payer la note. 23h02, le message non envoyé. D'après les relevés téléphoniques, à 23h02, Bebert aurait rédigé un message sur son téléphone. Un message adressé à une personne dont le nom a été gardé confidentiel par respect pour sa vie privée. Le contenu exact du message n'a pas été rendu public, mais plusieurs sources proches affirment qu'il s'agissait de quelques mots simples, presque banals, peut-être un salut, peut-être une pensée spontanée. Le message n'a jamais été envoyé. Ce détail, insignifiant pour certains, mérite pourtant toute notre attention. Pourquoi un homme déjà affaibli aurait-il commencé à écrire un message avant de l'effacer ou de l'oublier ? S'est-il laissé emporter par une douleur soudaine ? A-t-il perdu conscience avant de pouvoir appuyer sur « envoyer » ? Ou s'est-il ravisé, comme si quelque chose l'avait empêché de continuer ? Ces questions restent ouvertes et la vérité pourrait n'appartenir qu'à Bebert lui-même. 23h15, le carnet noir refermé. On sait qu'à un moment, entre 23h10 et 23h15, Bebert a refermé son carnet noir, celui-là même qu'il avait laissé ouvert pendant le dîner.
Ce carnet, objet précieux, était un fil rouge dans sa vie quotidienne. Il y consignait tout ce qu'il ne disait pas ou tout ce qu'un artiste préfère parfois confier au papier plutôt qu'au monde. Le fait qu'il l'ait refermé est loin d'être anodin. Pour certains proches, cela signifie qu'il avait terminé sa dernière réflexion. Peut-être même qu'il s'apprêtait à aller dormir. Pour d'autres, c'est au contraire un signe qu'il avait décidé de mettre un point final à quelque chose. Le simple geste de fermer un carnet peut sembler minime. Mais à ce stade de la nuit, lorsqu'on reconstruit les dernières heures d'un homme, chaque geste prend une dimension symbolique. 23h30, les premières douleurs. Les spécialistes médicaux ayant étudié la chronologie avancent une hypothèse majeure. C'est probablement autour de 23h30 que Bébert a ressenti les premières douleurs sérieuses. Des douleurs qu'il a peut-être ignorées au début, pensant qu'il s'agissait d'un malaise passager, d'une fatigue excessive, d'une conséquence de sa journée intense. Les hommes de sa génération ont tendance à minimiser les symptômes, à ne pas vouloir déranger, à s'imaginer que demain tout ira mieux. Mais dans ce cas précis, demain n'est jamais venu. Plusieurs indices matériels retrouvés sur place indiquent qu'il s'était probablement levé précipitamment, peut-être pour chercher de l'eau, peut-être pour essayer de s'asseoir différemment, pour calmer une douleur soudaine. 23h42, un verre renversé. Un détail crucial, mais souvent négligé par le grand public, se trouve sur la petite table basse du salon. Un verre d'eau renversé. L'eau avait pénétré légèrement dans le tapis, formant une tache encore humide lorsque les secours sont arrivés plus tard dans la nuit. Selon les experts, ce verre renversé est un indice clé. Il pourrait signifier que Bébert avait tenté de boire pour soulager un malaise. Il pourrait également indiquer un moment de faiblesse physique, une perte d'équilibre brève mais violente. Cette chute du verre marque à elle seule un tournant dans le déroulement de la nuit. C'est le premier événement visible qui signale une rupture, un désordre soudain dans un appartement jusque-là parfaitement en ordre. Aux alentours de 00h00, les voisins de l'étage rapportent un silence complet. Un silence plus profond que d'habitude. Pas un son, pas un mouvement. Pas même le léger écho de la télévision que Bébert laissait souvent allumer en fond sonore lorsqu'il se sentait seul. Cette absence totale de bruit constitue peut-être le moment où le malaise s'est intensifié, où le corps a commencé à céder. Un silence qui, tragiquement, coïncide avec ce que les médecins estiment être le début de l'état critique. 00h12, l'effondrement probable. La reconstitution médicale et criminologique souligne qu'à 00h12, très précisément, Bébert a probablement perdu connaissance. Une chute peut être lente, peut être brutale, les traces sur le sol démontrent qu'il s'est appuyé contre un meuble en tentant de garder l'équilibre avant de s'écrouler lentement. Il n'y a aucune trace de lutte, aucun signe de tentative désespérée pour appeler de l'aide. Rien. Ce point est crucial pour comprendre l'émotion des proches. Bébert est probablement tombé seul, sans bruit, sans témoin, sans personne pour tenir sa main ou prononcer son nom. Une solitude déchirante, mais malheureusement courante dans les morts nocturnes liées à un malaise soudain. 00h20, les 8 minutes de trop. Entre 00h12 et 00h20, les experts estiment que le malaise est devenu irréversible. 8 minutes. 8 minutes qui auraient pu changer le cours de l'histoire si quelqu'un avait été présent, si une aide avait été appelée rapidement, si un voisin avait entendu un bruit inhabituel. Mais la nuit, l'épaisseur des murs et l'absence de signes extérieurs ont rendu l'instant absolument invisible. Ces 8 minutes forment l'un des nœuds émotionnels les plus puissants de cette histoire. C'est dans cet intervalle que tout s'est joué. 0,27, le téléphone tombé au sol. Lorsque les secours sont arrivés, le téléphone de Bébert était retrouvé à même le sol, non loin de sa main. Écran noir, pas de tentative d'appel enregistrée, mais sa position laisse penser qu'il avait essayé de l'atteindre, peut-être une fraction de seconde trop tard. Ce geste inachevé laisse une empreinte tragique dans le récit. Bébert a voulu se battre. Il a voulu appeler. Mais son corps l'a lâché au moment précis où il en avait le plus besoin. L'image de ce téléphone, silencieux, immobile, pose une question qui hantera longtemps ses proches. Aurait-il survécu avec seulement quelques secondes de plus ? 0h45, l'ultime respiration. D'après la synthèse médico-légale, la dernière respiration de Bébert pourrait avoir eu lieu entre 00h40 et 00h45. Un souffle discret, presque imperceptible, qui marque la fin d'une vie entière de musique, de scènes et d'émotions offertes au public. Ce moment reste, encore aujourd'hui, l'un des plus bouleversants de toute cette enquête. Imaginez ce dernier souffle dans le silence absolu de l'appartement, sans applaudissements, sans projecteur, sans amis, sans famille. C'est comprendre à quel point la mort peut parfois faire preuve d'une cruauté immense. 0h10, la découverte. Le premier secours est appelé à 0h10,
par un voisin inquiet de ne pas avoir eu de réponse à un message envoyé à Bébert plus tôt dans la soirée. Le voisin, voyant les lumières toujours allumées et n'obtenant aucune réponse en frappant à la porte, a immédiatement alerté les secours. Lorsqu'ils entrent enfin, ils découvrent le verre renversé, le carnet fermé posé à côté de la photo du groupe, le téléphone au sol et Bébert, immobile, dans une position qui ne laisse plus aucun doute. La scène est calme, trop calme. Et cette tranquillité glaçante contraste violemment avec la violence silencieuse du malaise qui l'a terrassé. Dès l'aube, médecins, enquêteurs et proches cherchent à comprendre. Ce qui frappe tout le monde, c'est la cohérence des indices. Tout indique un malaise soudain, imprévisible. Mais aucun signe d'accident domestique violent, aucun signe d'intervention extérieure, aucun signal alarmant dans les heures précédentes. Une mort naturelle, certes, mais une mort entourée de symboles, de mystères, de gestes suspendus. Quand la nouvelle commence à circuler parmi les proches, les réactions sont unanimes. Personne ne s'y attendait. Personne n'avait senti venir quelque chose d'aussi grave. Oui, il était fatigué. Oui, il avait mentionné quelques douleurs, quelques baisses d'énergie. Mais dans la vie quotidienne, rien ne laissait présager un départ si brutal. Un ami de longue date résume ce sentiment avec une phrase simple qui restera gravée dans les rapports d'enquête. Bébert parlait souvent d'être fatigué, mais jamais d'être au bout. Cette phrase, cette nuance subtile entre la fatigue normale et la fatigue qui annonce un effondrement, résonne intensément dans la suite de l'enquête. Des zones d'ombre qui persistent. Malgré la précision des reconstitutions, certaines questions restent sans réponse. Pourquoi avait-il laissé la photo du groupe dehors ce soir-là? Qui était la personne à qui il voulait écrire le message non envoyé? Pourquoi était-il sorti marcher avant minuit alors qu'il disait être épuisé? Et surtout, avait-il ressenti, même inconsciemment, que quelque chose n'allait pas? Car derrière la chronologie, derrière les faits, derrière la froideur implacable des minutes qui s'égrènent, se cache l'essentiel, l'émotion humaine. Celle d'un artiste au crépuscule de sa vie, celle d'un homme confronté, peut-être pour la première fois, à sa propre fin. S'attarde non seulement sur les conclusions finales de l'enquête, mais aussi et surtout sur la dimension humaine, profondément intime, de ce qu'a été la dernière nuit de Bébert des Forbans. Car au-delà des faits, au-delà des minutes précisément reconstituées, au-delà des détails matériels retrouvés dans l'appartement silencieux, il reste une question fondamentale. Que ressentait réellement Bébert dans ces dernières heures ? Une question vertigineuse, presque impossible à trancher, mais que les témoignages, les confidences et la compréhension psychologique d'un artiste au crépuscule de sa vie permettent d'approcher avec pudeur et précision. Pour comprendre cette vérité, il faut revenir aux racines, à ce qu'était Bébert, profondément, loin de la scène et des applaudissements, un homme sensible, loyal, un homme qui portait la musique comme une mémoire vivante et qui, malgré sa joie de vivre apparente, cachait des fragilités plus anciennes, plus secrètes. Tous ceux qui ont connu Bébert le reconnaissent. Il avait cette capacité rare de faire croire qu'il allait toujours bien. Même lorsqu'il était épuisé, même lorsque son corps lui envoyait des signaux d'alarme, même lorsqu'il sentait que l'âge, doucement mais sûrement, resserrait son étau sur ses forces physiques. Cette habitude de minimiser ses souffrances n'était pas seulement une question de pudeur. C'était aussi, selon ses proches, une manière de protéger les autres. Il ne voulait pas inquiéter. Il ne voulait pas passer pour fragile. Il ne voulait pas être un poids, comme il le répétait parfois dans un rire qui, après coup, semble presque amer. L'un de ses amis les plus proches confie. Bébert avait ce réflexe de dire « ce n'est rien, ça va passer ». Il disait ça même quand ça n'allait pas du tout. Ce mécanisme psychologique, très courant chez les artistes de sa génération, a joué un rôle crucial dans ces dernières heures. Lui-même ne réalisait peut-être pas l'urgence de son état. Et cela explique pourquoi aucun geste clair d'appel à l'aide n'a été posé jusqu'à la toute fin. La fin de carrière de Bébert n'a pas été une déchéance, loin de là. Mais elle a été marquée par un retrait progressif par des instants de solitude qu'il choisissait volontairement. Après des décennies à vivre dans le bruit, dans le tourbillon des concerts et des tournées, le silence d'une fin de soirée lui semblait presque réconfortant. Mais ce silence, cette nuit-là, a pris une tonalité différente. Une tonalité lourde. Une tonalité qui, après analyse, révèle qu'il était peut-être déjà dans un état de vulnérabilité physique accrue. Ses proches parlent d'une grande fatigue accumulée les semaines précédant son décès. Des insomnies, des douleurs thoraciques, une irritabilité légère, une perte d'appétit inhabituelle, une difficulté croissante à récupérer après le moindre effort. Tous ces signes, pris individuellement, semblent anodins. Mais ensemble, ils forment une mosaïque inquiétante, celle d'un corps qui lutte en silence. Plusieurs sources le confirment. Dans les jours précédant sa mort, Bébert s'était mis à réécouter les vieux enregistrements du groupe, comme si un fil intérieur le ramenait à ses débuts.
Il parlait souvent de son père, de ses premières scènes, de la naïveté magnifique de ses 20 ans, de la sensation indescriptible de monter sur scène pour la première fois. Ses souvenirs le rendaient heureux, mais aussi mélancolique. Comme si quelque chose en lui savait que ce retour vers le passé n'était pas innocent. Un ami raconte même que Bébert avait relu plusieurs lettres anciennes gardées dans une boîte en métal. Des lettres d'amour, des lettres de fans, des lettres d'anciens membres du groupe. Des lettres qui lui rappelaient une époque où tout était encore possible. Cette plongée dans les souvenirs, qui aurait pu sembler anodine pour quelqu'un d'extérieur, prend aujourd'hui une signification poignante. Bébert était en train de faire le tri dans sa vie. Les médecins ayant étudié le dossier sont arrivés à la conclusion que Bébert a été victime d'un malaise cardiaque brutal, précédé de signaux faibles mais bien présents. Un malaise qui, dans 80% des cas similaires chez des hommes de son âge, survient sans prévenir, souvent la nuit, souvent dans le silence, souvent au moment où l'on baisse enfin la garde. Selon un cardiologue consulté, ce genre de malaise donne l'impression d'une simple fatigue au début, puis devient foudroyant en quelques minutes. Beaucoup de victimes n'ont pas le réflexe d'appeler les secours. Elles pensent que ça va passer. Et c'est là que tout bascule. Ce schéma correspond exactement à ce que les enquêteurs ont reconstitué pour Bébert. Une fatigue, un verre d'eau pris à la hâte, une perte d'équilibre, une tentative tardive d'atteindre son téléphone. Une mécanique tragique, mais malheureusement très fréquente. Pourquoi n'a-t-il pas appelé plus tôt ? Cette question revient sans cesse. Elle hante les proches, elle hante les fans, elle hante même les enquêteurs, qui savent de pourtant qu'il n'existe jamais de réponse parfaitement rationnelle. La vérité est douloureuse mais simple. Bébert ne s'est pas rendu compte que c'était grave. Il pensait probablement qu'il s'agissait d'un malaise léger. Il a peut-être voulu se reposer quelques minutes en attendant que ça passe. Il a peut-être sous-estimé la douleur. Il a peut-être minimisé son propre danger comme il l'avait toujours fait dans sa vie. Mais il y a aussi une dimension psychologique importante. Lorsqu'un malaise cardiaque survient la nuit, dans un moment de calme, le cerveau se met parfois en mode économie, et l'instinct de survie n'est plus aussi vif qu'on l'imagine. Les experts s'accordent à dire que non. Le malaise a été trop rapide, trop progressif puis trop brutal. Dans les dernières minutes conscientes, il a sans doute ressenti une faiblesse soudaine, un vertige, un souffle court, une douleur grandissante, mais rien n'indique qu'il ait compris la gravité de la situation. Cela apporte au moins une forme de consolation à ceux qu'il aimait. Il n'a pas souffert consciemment de l'idée de mourir. Les objets retrouvés dans son salon, soigneusement disposés avant que la nuit ne bascule, permettent d'éclairer l'état d'esprit de Bébert. La photo du groupe, le carnet refermé, le message inachevé, l'enregistrement ancien qu'il avait écouté plus tôt. Ces objets ne disent pas la mort. Ils disent la vie. Ils disent la mémoire, ils disent la gratitude d'un homme tourné vers son passé avec tendresse. Ils disent aussi une forme de paix intérieure, une acceptation douce de ce qu'il avait accompli. Certains proches pensent même qu'il était dans un état émotionnel apaisé, comme s'il avait renoué avec une part de lui-même qu'il avait longtemps laissée de côté. Lorsque la nouvelle de son décès a été rendue publique, le choc a été immense. Les réseaux sociaux ont explosé sous une vague de messages, non seulement de fans, mais aussi d'artistes, de journalistes, d'anciens collaborateurs. Les hommages ont insisté sur sa gentillesse, son humour, son humanité, son énergie sur scène, son rôle dans l'histoire du rock français. Pour beaucoup, Bébert n'était pas seulement un chanteur. Il était une part de leur adolescence, de leurs souvenirs, de leurs étés, de leurs fêtes familiales. Sa mort a réveillé une mémoire collective, un fil émotionnel reliant plusieurs générations. Au-delà de la musique, Bébert laisse un héritage rare, celui d'un homme resté lui-même malgré la célébrité. Il n'a jamais cherché à se donner un style. Il n'a jamais joué un rôle. Il n'a jamais couru après la reconnaissance. Sa simplicité, paradoxalement, est devenue sa grandeur. Il laisse derrière lui une discographie incontournable, des concerts emblématiques, des moments télévisés cultes, des souvenirs ineffaçables pour des milliers de personnes. Mais il laisse surtout une leçon de vie. Être vrai suffit parfois à marquer une génération. Après des semaines d'analyse, l'enquête conclut officiellement à une mort naturelle suite à un malaise cardiaque nocturne, sans intervention extérieure, sans acte volontaire, sans souffrance prolongée. Une conclusion simple mais qui ne résume qu'une infime partie de l'histoire. Car la vérité complète de cette dernière nuit ne se trouve pas seulement dans le rapport médical. Elle se trouve dans la photo sortie, le carnet refermé, la nostalgie de la journée, les appels passés, les souvenirs réécoutés, la promenade nocturne, les gestes minuscules qui ont précédé l'inévitable. Cette vérité-là, profondément humaine, dépasse les analyses techniques. En réalité, la dernière nuit de Bébert ressemble à un scénario écrit par le destin. Une journée de souvenirs, une soirée de calme,
une nuit de silence, puis le départ discret d'un homme qui avait passé sa vie entière dans la lumière. Cette nuit incarne tout ce qu'il était. Humble, pudique, sensible, authentique, profondément humain, il est parti comme il a vécu. Sans bruit, sans drame, sans artifice. La question finale, aurait-on pu le sauver? C'est la question que tout le monde pose, mais que personne ne veut vraiment affronter. Selon les experts, la réponse la plus probable est non. Même avec une prise en charge rapide, même s'il avait appelé quelques minutes plus tôt, même si quelqu'un avait été présent, le type de malaise dont il a été victime est souvent fatal, même entre les mains des secours. Cette conclusion, bien que douloureuse, permet au moins d'apaiser la culpabilité de ses proches. L'ultime vérité, il n'était pas seul. À première vue, Bébert est mort seul dans son appartement. Mais lorsqu'on analyse sa dernière journée dans son ensemble, on réalise qu'il était entouré de beaucoup plus que ce que l'on croit. Il était entouré de souvenirs, de musique, d'amour, de messages reçus, de voix entendues, de rires anciens, de moments repassés mentalement. Il n'est pas mort dans un vide affectif. Il est mort dans un univers émotionnel riche, dense, vibrant. Il est mort dans la présence symbolique de tous ceux qui avait compté pour lui. La dernière nuit de Bébert des Forbans ne raconte pas une tragédie froide. Elle raconte la fragilité humaine, la beauté des derniers instants simples, la dignité silencieuse d'un homme face à son destin, la puissance de la mémoire et de la musique. Elle nous rappelle aussi une vérité universelle. La vie tient parfois à une poignée de minutes, mais elle se mesure à l'intensité de ce que l'on a offert aux autres. Et Bébert, lui, a offert une vie entière de musique, d'énergie, de générosité. Il est parti comme une étoile s'éteint, doucement, sans bruit, mais en laissant une lumière durable dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. La dernière nuit de Bébert des Forbans n'est pas seulement un épisode tragique dans l'histoire de la musique française. Elle est le rappel bouleversant qu'un artiste, même lorsqu'il quitte la scène pour toujours, laisse derrière lui une vibration, une empreinte, une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment. Bébert n'a pas disparu dans l'oubli. Il est parti au cœur d'un océan de souvenirs, porté par la tendresse de ceux qu'il aimait, par la puissance des chansons qui ont marqué toute une génération, et par cette humanité sincère qui faisait de lui un être à part. Aujourd'hui, en revisitant ces dernières heures, nous comprenons mieux l'homme derrière la légende. Sensible, pudique, fidèle à lui-même jusqu'au bout. Il nous laisse une leçon de vie, une mélodie douce amère, une histoire qui continue de résonner dans les cœurs. Et si la nuit a emporté son souffle, elle n'a jamais pu emporter son héritage. Bébert vit encore, dans chaque refrain chanté, dans chaque sourire partagé, dans chaque mémoire qui refuse de l'oublier. Si cette enquête, ce récit et cet hommage vous ont touché, si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires profondes, vraies et humaines comme celle de Bébert des Forbans, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Laissez un commentaire pour partager vos souvenirs et vos émotions. Mettre un j'aime pour soutenir le travail journalistique. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent d'être racontées avec respect, précision et passion. Merci d'être là, merci pour votre fidélité et surtout, merci de faire vivre la mémoire des artistes qui ont marqué nos vies.